Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 10 novembre 2020. Bienvenue dans À l'air libre. Au sommaire de cette émission, les dérives d'un syndicat lycéen macroniste, Antoine Rouget a enquêté sur Avenir lycéen qui se fait des restos et des hôtels de luxe sur le dos du contribuable. Les lycéens toujours dans la rue et des enseignants en grève pour protester contre un protocole sanitaire insuffisant selon eux dans les établissements scolaires. On en parle avec nos deux invités, un prof de lycée et un prof de collège. Enfin, la crise politique en Côte d'Ivoire avec la réélection d'Alassane Ouattara à un troisième mandat malgré la Constitution et ses promesses. Après une campagne et une élection qui ont fait plusieurs morts, on sera en ligne avec notre journaliste sur place, François Hume. À l'air libre, épisode 26, saison 2. C'est parti! C'est l'histoire d'un syndicat lycéen qui semble avoir passé plus de temps à dépenser son argent n'importe comment qu'à défendre sa cause. Salut Antoine. Salut. Tu signes cette enquête dans Mediapart. Le syndicat lycéen chouchou de Blanquer dilapide l'argent du ministère. Alors ce syndicat s'appelle Avenir lycéen. Officiellement, il est apolitique. Il a reçu 65 000 € de subvention du ministère en 2019. On va voir ce qu'il a fait de cet argent. Mais d'abord, est-ce que tu peux présenter ce syndicat, depuis quand il existe, combien d'adhérents il a et est-ce qu'il est vraiment apolitique ? Donc Avenir lycéen, c'est un syndicat très récent, une organisation qui est apparue dans le monde lycéen en 2018, qui est un syndicat très institutionnel, qui ne fait pas d'action par exemple sur le terrain, mais qui est plutôt une organisation de force de proposition institutionnelle, de dialogue avec le ministère, qui a des positions ouvertement pro-gouvernementales, au soutien souvent de Jean-Michel Blanquer, et on l'a vu encore, y compris sur la question des protocoles sanitaires dans les lycées. Et c'est un syndicat qui compte une centaine d'adhérents, une trentaine de membres vraiment actifs, avec une spécificité qui est que la majorité ou une grande partie de ces membres sont également impliqués chez les jeunes avec Macron et adhérents. Donc il y a des différents niveaux d'engagement dans ce syndicat, mais il y a différents responsables qui ont une double appartenance et parfois ça crée d'ailleurs des interférences à l'intérieur même du syndicat. Donc il y a des ponts avec la Macronie. Avenir lycéen a donc eu une belle enveloppe du ministère, 65 000 €, c'est pas rien pour 2019, dont 40 000 environ devaient servir à organiser un congrès. Et tu révèles que ce congrès n'a jamais eu lieu. On savait que le congrès avait jamais eu lieu. On savait par contre pas que le ministère de l'Éducation nationale avait donné 40 000 € à une association de lycéens, pour certains mineurs, pour l'organisation effectivement d'un événement qui n'a jamais eu lieu. Donc l'organisation du congrès en fait a été reportée à plusieurs reprises. D'abord parce qu'on trouvait pas une salle, ensuite parce qu'il y a eu le Covid, et puis c'était plus possible. Mais le ministère a octroyé donc cette subvention de 65 000 € et a laissé le syndicat dépenser finalement l'argent pour des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec l'organisation du congrès, à savoir des dépenses dans des restos de luxe, dans des hôtels de luxe, dans des bars branchés, etc. Le ministère a été informé et n'a pas cru bon contrôler de manière spécifique des dépenses de l'association. C'est ça, parce que tu détailles pas mal de dépenses. Il y a notamment des dépenses, donc hôtels, restaurants, au cœur de l'été par exemple. Oui, il y a qui sont difficilement justifiés. Le gros flot de dépenses, c'est au cœur de l'été 2020, et ça pose deux questions. D'abord sur la nature des dépenses, savoir si elles sont effectivement en lien avec les activités du syndicat. En tout cas, elles ne sont pas en lien avec la subvention qui a été versée. Et il faut savoir que les réserves financières du syndicat sont constituées à 99,9% de la subvention ministérielle, parce que c'est un syndicat lycéen, il y a très peu de cotisations, c'est des cotisations à 5 € l'année, et il y a très peu de lycéens qui cotisent. Donc avec cette enveloppe ministérielle, on a des dépenses dans des hôtels et des restaurants de luxe. D'abord, il s'agit de savoir si c'est véritablement en lien avec l'objet du syndicat ou si c'est simplement pour faire la fête. Et l'autre question derrière, c'est la proportionnalité aussi de ces dépenses. C'est-à-dire qu'on a quand même des notes de frais qu'on ne verrait même pas dans des entreprises du CAC 40, clairement, dans des restaurants gastronomiques, Exemple. etc. Christian Tête-Doigt, plus de 220 € en plein mois de juillet 2020. Et donc, quand je pose les resto étoilé, c'est ça? Ouais, une étoile au guide Michelin. Et quand j'interroge le syndicat pour savoir quel est l'objet de ce dîner, on me répond que c'est un dîner avec des partenaires, mais qu'on ne peut pas me donner bizarrement le nom de ces partenaires-là pour des raisons de confidentialité. Et le troisième aspect sur ces dépenses, c'est que normalement, il y a des statuts quand même dans cette association. Les dépenses doivent être validées par le trésorier et le président. Et on se
se rend compte que plusieurs présidents successifs n'ont non seulement pas eu à valider ces dépenses, ne les ont jamais autorisées, mais n'ont jamais été informés parce qu'ils n'avaient même pas accès aux comptes. Alors bon, il y a donc ces dépenses qui semblent totalement injustifiées de la part de ce syndicat, comme le révèle ton enquête. Et puis il y a le ministère qui a donné l'argent. Est-ce que le ministère que tu as contacté est contrarié? Est-ce qu'il envisage de réagir? C'est un point pour moi absolument central et fondamental. C'est-à-dire que, y compris dans la manière dont j'ai abordé ce sujet, j'ai toujours en tête le fait que ce sont des lycéens. Que dans cette association, il y a aussi beaucoup de militants mineurs et que les pouvoirs publics ont, à mon sens, une responsabilité encore accrue quand il s'agit de ce public-là. C'est-à-dire qu'on ne donne pas 65 000 € à une association de quelques lycéens sans contrôler, etc. D'ailleurs, la convention d'objectifs signée entre Avenir Lycéen et le ministère et la subvention est ordonnée par le ministre en personne. Cette convention d'objectifs, elle est absolument très claire sur le contrôle qui aurait dû être opéré. Le ministère me dit, dans sa réponse, ils m'ont répondu avant l'enquête que eux, ils sont là pour vérifier que les actions ont bien été réalisées. Donc je me demande vraiment qui a vérifié ça, parce que le congrès n'a pas eu lieu. Donc je ne vois pas comment on peut inventer que ce congrès a eu lieu. Et que le ministère ne peut pas rentrer précisément dans les dépenses du syndicat. Sauf que moi, je trouve que ça pose vraiment un sujet, notamment au regard de la proportionnalité de ces dépenses, parce que le ministère de l'Éducation nationale, et ça aussi on le révèle dans l'enquête, a été alerté, y compris par écrit, par des gens à l'intérieur même du syndicat, qui considéraient que le train de vie était absolument anormal, et des personnes qui n'avaient même pas idée de l'ampleur des dérapages financiers. Alors donc ma question suivante, c'est est-ce qu'Avenir Lycéen a eu un traitement de faveur? Avenir Lycéen, en tout cas, malgré les alertes, a bénéficié l'année suivante, donc pour 2020, pour cet exercice-là, de 30 000 € de subventions supplémentaires, qui correspond exactement à la somme qu'ils avaient demandée. C'est-à-dire que si on reprend... sont réalisés à 100%. Le ministère de l'Éducation nationale donne à une toute jeune association 65 000 € et est alerté sur le fait qu'il y ait des dérapages financiers et ne fait rien, à part une action de sensibilisation à l'usage d'une subvention publique. Donc ils ne font rien. Ils ne demandent pas de changement de gouvernance, ils n'alertent pas les autorités judiciaires, ils ne font pas d'audit sur l'association, ils ne font strictement rien. Et le même ministère réattribue 30 000 € supplémentaires. Et ça, je le mets aussi en regard du traitement des autres organisations lycéennes, notamment celles qui expriment des divergences politiques avec Jean-Michel Blanquer. Et ces organisations politiques-là, on se rend compte de quoi? Que ces dernières années, notamment depuis l'arrivée au ministère de l'Éducation nationale de Jean-Michel Blanquer, les sources de subventions se tarissent. C'est-à-dire que pour des raisons X, Y, on ne peut plus financer les projets, etc. Alors que ces associations-là répondaient au cahier des charges, fournissaient les éléments prouvant qu'elles faisaient notamment des actions de sensibilisation sur les discriminations, etc. Et ces syndicats-là ont perdu de l'argent et pour l'un d'entre eux n'a plus de dotation. Et d'ailleurs a reçu un courrier en juillet 2020, en pleine flambée des dépenses chez Avenir Lycéen. Une autre organisation, le MNL, a reçu un courrier du ministère disant quelle que soit la qualité de vos actions, on ne peut pas vous financer parce qu'on n'a pas de réserve suffisante. On a un peu l'impression d'un deux poids, deux mesures. Il y a une inégalité de traitement manifeste. Depuis tes révélations, Avenir Lycéen a réagi en publiant ce communiqué dans lequel plusieurs responsables du syndicat déplorent l'attaque partisane de Mediapart. Bon ben soit, pour nous ce sont des faits, mais surtout affirment en avoir pris connaissance à la publication, donc ils ne savaient pas, et ils présentent leur démission. Donc on comprend entre les lignes, Antion, qu'en interne, il y a dû avoir des réactions à tes révélations. Dès dimanche soir, donc sur les boucles Telegram du syndicat, il y a eu énormément d'interrogations. Ce qui était intéressant, c'était de voir qu'un certain nombre, et la majorité des membres du syndicat ignoraient absolument tout ça. Il y avait quand même des petits bruits, mais ne mesuraient pas l'ampleur des dérapages financiers. Et la réaction spontanée de ces lycéens était de dire, écoutez, si Mediapart publie des chiffres au centime d'euro près, ces Mediapart, ils doivent quand même avoir des billes et on ne les voit pas raconter n'importe quoi au point d'inventer des dépenses. Évidemment, à ce jour, personne ne conteste ces dépenses-là et évidemment, si on les a révélées, ce sont des faits tout à fait corroborés et documentés. Donc personne ne conteste les dépenses, mais il n'y a pas d'explication claire. Et ça depuis 48 heures. Donc on est 48 heures après la publication de l'article et donc il y a une série encore d'interrogations sur la manière dont ces dépenses ont été ordonnées et surtout les raisons pour lesquelles elles ont été ordonnées. Et parmi les démissionnaires, le signataire du communiqué, il y a l'actuel
l'actuel président, qui lui-même avait répondu dans le cadre de mon enquête en disant, écoutez, je n'ai pas été informé de ces dépenses-là, y compris pour des dotations de matériel. Donc il est censé normalement savoir quel est le matériel informatique dont dispose l'association. Il n'en a pas été informé parce que ce matériel est stocké, entreposé chez des personnes, dans le cadre de conventions de mise à disposition dont lui n'a pas eu connaissance. Enfin, tout ça est extrêmement trouble. Donc, on a un phénomène, une réaction qui est, hier il y a eu un conseil d'administration assez tendu là-dessus, avec des militants qui ont dit nous on veut dissoudre le syndicat parce que la trace laissée par cette publication est indélébile, ça nuit et ça empêche en fait toute action militante en faveur des lycéens. On sait quel est le niveau de vie des lycéens. Quand on va dire on a avenir lycéen et on va au restaurant gastronomique, c'est complètement inaudible. Donc il y a eu l'idée de dissoudre le syndicat et il y a quelques militants, notamment parmi ceux qui ont bénéficié de certaines dépenses, qui s'y sont opposés en disant qu'il fallait un petit peu le laisser passer et qu'on verrait ensuite. Donc les personnes qui démissionnent aujourd'hui ne sont pas les personnes qui sont incriminées par l'article. C'est la particularité de la situation. Voilà, chacun met sa conscience où il peut. Tu prépares la suite, tu suis l'affaire. Oui, tout à fait. Donc là, assez rapidement, dans les prochains jours, on va publier un nouvel article révélant justement le contenu du conseil d'administration, l'attitude du ministère et également les débuts de procédure pénale, parce qu'il y a des syndicats opposés qui, s'estimant lésés, ont saisi la justice sur cette affaire. D'accord, donc tu suis ça et on te lira, Antion, dans Mediapart. Merci d'être passé dans l'air libre, Antion. On reste au lycée et on parle de leur mobilisation au lycée et au collège avec nos deux invités. La colère monte dans le monde de l'éducation en cette période de coronavirus qui circule vite et beaucoup. Les lycéens sont mobilisés depuis la rentrée un peu partout en France. Plusieurs syndicats, pas tous, appelés à la grève aujourd'hui pour dénoncer un protocole sanitaire insuffisant dont le SNES-FSU. Deux de ses membres sont ce soir sur notre plateau. Laurent Fragerman, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en lycée, chercheur associé au Centre d'histoire sociale de Paris 1 et vous avez participé à l'ouvrage collectif « L'éducation au temps du coronavirus ». Pierre, bonjour. Vous êtes professeur en collège en Seine-Saint-Denis, vous étiez en grève aujourd'hui et je précise que vous ne souhaitez pas qu'on donne votre nom de famille en 2 mots. Dites-nous pourquoi. Comme vous le savez peut-être, la liberté de parole des enseignants est de plus en plus restreinte, notamment avec la mise en place de l'article 1 de la loi Blanquer qui met en avant le devoir d'exemplarité des enseignants. Et je ne voudrais pas que ce que je vais dire ici puisse être retenu contre moi en quelque sorte, même si c'est d'intérêt public. Voilà, même si ce que vous dites, vous estimez que c'est d'intérêt public. Alors pour commencer, regardons des images qui ont beaucoup circulé depuis la rentrée la semaine dernière. Des images dans le secondaire où le protocole sanitaire est mal, voire pas du tout respecté. Des classes et des couloirs bondés, des élèves agglutinés sous les préaux. Dans les cours de récré, à la cantine. Et ça commence à énerver les élèves. Alors, face aux lycéens, la police, une police qui n'hésite pas à charger les lycéens. Je vous vois remuer de la tête en voyant ces images. Une réaction peut-être, Pierre? Moi, j'ai été profondément choqué en fait, de voir que la première réponse contre les lycéens qui se mobilisaient, ça a été la répression tout de suite, une répression très violente, avec des méthodes de police à Saint-Denis qui semblent héritées de la BAC. Moi je trouve que c'est d'autant plus que les lycéens ont finalement obtenu partiellement gain de cause, puisque jeudi, Jean-Michel Blanquer a annoncé la mise en place des demi-groupes. Je trouve ça aberrant qu'on matraque ainsi les lycéens sans aucune vergogne. Alors, on va revenir à ces demi-groupes, justement. D'abord, un petit focus sur un des lycées emblématiques de cette mobilisation. Il y en a plusieurs, bien sûr, mais c'est le lycée Colbert dans le 10e arrondissement de Paris. Ce matin, Youmni Kezouf y était. Ce qui frappe sur ces images, c'est l'impressionnante présence des forces de l'ordre devant le lycée et dans toutes les rues autour. Un dispositif très lourd pour empêcher le blocage et limiter les regroupements de lycéens d'établissements voisins. Quand Youmni y était, c'était plutôt calme, avec pas mal de contrôles d'identité, mais dans le calme. Mais plus tôt ce matin, des policiers ont chargé violemment.
image qui rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière dans cette même rue, devant ce même lycée. À tel point que la défenseure des droits a réagi sur les événements de la semaine dernière à Colbert et a décidé de se saisir des faits pour les examiner à la lumière des règles de déontologie. Alors ce matin, Youmni a rencontré Théo, lycéen à Paul Bert dans le 14e arrondissement. Il ne manque pas d'exemples sur les conditions dans lesquelles il a cours. En vigueur à la rentrée scolaire un sens de circulation, mais qui engendre encore plus de blocage dans les couloirs. On ne peut pas avancer en fait. J'ai eu 3 ou 4 cas de Covid dans ma classe sans que la classe soit fermée. Et toutes les restrictions du travail 50-50 présentiel, distanciel ne non plus pas respectées puisqu'on n'a que certaines matières pour lesquelles on n'est pas obligé d'aller en cours. Les profs étaient censés changer de salle et nous rester dans nos salles pour éviter justement que tout le monde se rencontre dans les couloirs. Et ça n'avait pas été respecté. À cette rentrée-là, il y a notre proviseur qui a vérifié si on se lavait bien les mains, puisque c'était censé être une des nouvelles restrictions. Elle l'a fait à 8h, le premier jour de cours. Moi, quand j'en parle à mes profs, ils m'engueulent, on va dire. Et alors que je trouve ça normal de ne pas vouloir se mettre en danger, ni notre famille, puisqu'ils restent à la maison et nous, on ramène le Covid à la maison. Selon moi, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'ils ont raison de protester, ces lycéens ? Oui, bien sûr. Il y a une tradition de mobilisation lycéenne qui est très ancienne, qui remonte au moins aux années 1970. Donc les criminaliser maintenant, ou utiliser la police, la répression, c'est plutôt un tournant récent. La question, c'est plutôt est-ce qu'on a raison d'envoyer autant de forces de police ? Alors, je pense qu'il y a eu un premier tournant, c'est le mixage avec les violences urbaines dans un certain nombre de lycées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu des cas difficiles, où par exemple des poubelles ont brûlé, on a eu des peurs, des craintes dans plusieurs lycées que ces lycées prennent feu. Ça, c'est depuis quelques années déjà, il y a cette question. Cela dit, on voit bien qu'on est dans des lycées très variés socialement qui sont concernés par cette répression policière, donc ça déborde très largement. Et je pense que le deuxième tournant, c'est à peu près depuis la loi travail, on voit bien un changement de doctrine policière et il s'agit là d'intimider en fait ces jeunes. Alors après, on peut s'interroger sur la modalité d'action, c'est-à-dire que du temps de la loi de Vaquet, donc 86, ça remonte, c'était plutôt les lycéens qui occupent l'établissement ou qui, dans l'établissement, se mettent en grève, discutent. Maintenant, ça se fait à l'extérieur, le blocage, et il est sûr que ça ne facilite pas les choses et ça facilite au contraire une répression policière. Pourquoi ça se fait à l'extérieur ? Parce que c'était plus simple, il y a une facilité évidente, on bloque avec quelques dizaines, 15, 20 lycéens peuvent bloquer plus facilement. De fait, aucun blocage ne dure s'il n'y a pas l'assentiment d'une large majorité des élèves. Si c'est un petit groupe isolé qui ne veut pas aller en cours, pour aller vite, ça ne dure pas. Mais c'est devenu une tradition, c'est-à-dire que les élèves qui se mettent en mouvement ne pensent pas faire autrement. Alors, on a entendu Théo qui disait, nous, quand on en parle à nos profs des conditions sanitaires qui nous inquiètent, ils nous engueulent. Vous êtes prof en lycée, est-ce que vous les engueulez ou est-ce que vous leur dites non, effectivement, je peux pas, le protocole sanitaire n'est pas suffisant pour assurer votre sécurité, ne venez pas en cours. Qu'est-ce que vous dites à vos lycéens ? La première chose, j'étais frappé pendant longtemps qu'on n'en parle pas. J'ai voulu aborder en tant que professeur principal la question à la rentrée, les élèves ne voulaient pas, y compris parce que je voulais qu'on débriefe un peu sur 6 mois de confinement, d'isolement par rapport à l'école, ce qui fait d'ailleurs que les enseignants, dans leur grande majorité, veulent qu'il continue à y avoir une présence des élèves au lycée. C'est peut-être pour ça qu'ils les ont disputés, parce que les enseignants ont vraiment la volonté de garder ce lien pédagogique. Moi, je n'ai pas envie de créer une anxiété non plus. Donc, même s'il y a eu plusieurs cas Covid dans la classe, c'est toujours difficile. Et enfin, non, moi, si j'avais été interpellé sur ce sujet, je leur aurais plutôt dit qu'il fallait agir ensemble pour obtenir de meilleures conditions. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a fini par dire oui aux demi-groupes dans les lycées sous la pression des enseignants parce que les gestes barrières, la distanciation sociale est plus difficile parce qu'ils changent de classe tout le temps, ils ont des spécialités. Est-ce que c'est respecté cette demi-classe, par exemple, dans votre lycée, Laurent Fragerman ? Oui, dans le mien, oui. Après, Blanquer a accepté la possibilité, mais peut-être que l'exemple donné par cet élève, c'est tout simplement d'un lycée où ça ne s'applique qu'à moitié. Il n'y a pas d'obligation non plus. Et lui ne l'encourage pas. Et lui ne l'encourage pas. Pour. Voilà. Donc il y a un flou qui n'est pas le premier au niveau du ministère de l'Éducation nationale et donc toute la chaîne hiérarchique est perturbée. Donc dans mon lycée, oui, ça se produit et on a les problématiques aussi que soulève cet élève, c'est-à-dire que c'est pas si simple. C'est pas simple parce que la réforme du lycée a complètement déstructuré le groupe classe. Donc il suffit pas de couper. Avant, on coupait une classe en deux, c'était fini. M. Blanquer l'a évoqué pour le collège en disant que c'est plus simple. Et donc au lycée, il y a les spécialités. Enfin, il y a
tout un tas de groupes, de sous-groupes, et donc c'est très compliqué à organiser. Est-ce qu'il faut l'étendre au collège ? Alors bien entendu, c'est une des revendications principales qu'on porte. Alors une revendication d'urgence parce qu'on a bien d'autres revendications aussi. Il y a besoin de plus d'agents pour faire le ménage dans les établissements scolaires. Ils sont surchargés de travail. Mais nous, dans mon établissement de la Seine-Saint-Denis, on a mis en place les demi-groupes et on a essayé de faire la démonstration que ça fonctionnait. D'accord, vous avez donc mis en place d'une certaine manière votre propre protocole sanitaire. Tout à fait. Donc déjà à la rentrée, en dépit des règles et du fait que vous n'êtes pas censé le faire. Tout à fait. Donc déjà à la rentrée de septembre, nous avions rédigé un protocole local parce que le protocole qu'on nous a proposé à la rentrée de septembre était bien moins bon, si vous voulez, que celui qui avait été mis en place au moment du déconfinement. Alors qu'après le confinement du printemps, la prévalence du virus était très faible. Donc on avait déjà mis en place des mesures propres à notre établissement, on s'était réunis pour cela, et la rentrée avait été décalée de 2 jours pour qu'on puisse avoir le temps, entre enseignants, entre personnel du collège, de faire des propositions et de réfléchir là-dessus. À la rentrée, donc ça consiste en quoi du coup, votre protocole à vous ? Ce qu'on a mis en place en septembre, c'était principalement des sens de circulation, une nouvelle organisation à la cantine. Pourquoi des sens de circulation ? Eh bien parce que les couloirs sont étroits, il faut éviter que les élèves se croisent. Donc on a essayé de faire dans la mesure du possible en septembre. Quelque chose qui désormais est dans le protocole depuis la rentrée de novembre. Tout à fait. Donc on a anticipé sur le protocole renforcé. Bientôt il y aura les demi-groupes dans les collèges. Et donc vous êtes passé à la vitesse supérieure ensuite. C'est ça. Donc à la rentrée, la rentrée du 2 novembre, après les vacances de la Toussaint, déjà on a été un petit peu choqués par la manière dont le ministre a communiqué sur cette rentrée. On nous a dit qu'il fallait rentrer à 8h, puis à 10h, puis à 8h. Et finalement, voilà, comme vous le savez, l'hommage qui était prévu pour notre collègue Samuel Paty a été en quelque sorte squeezé par Jean-Michel Blanquer lui-même. Donc ça a été déjà une source de mécontentement. On a tenu à s'adresser à l'ensemble des élèves dans la cour de récréation pour leur dire quelques mots là-dessus et pour les prévenir qu'on décidait de banaliser la journée du lendemain. Ça veut dire quoi qu'on banalisait la journée ? Ça veut dire qu'on demande un temps de concertation de l'ensemble des personnels du collège pour plancher sur un nouveau protocole sanitaire. Et cette banalisation nous a été accordée par notre chef d'établissement, mais elle a été refusée par la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a contacté à 17h tous les parents d'élèves du collège. On leur a dit on tient à vous informer de la situation et du fait qu'on a une prévalence très élevée du virus et nous ne sommes pas en mesure d'assurer des gestes barrières minimums et d'assurer la sécurité sanitaire, la protection de vos enfants et par la suite de vous-même. Donc les parents nous ont tout de suite apporté leur soutien. On est en 93, il y avait une mère par exemple qui était aide-soignante au Blanc-Ménil qui me dit voilà, on voit la vague arriver, la situation est catastrophique, on vous soutient, on a peur pour nos enfants. Et c'est grâce à ce soutien des parents qu'on a pu organiser le lendemain ce qu'on appelle un blocus du collège, mais qui s'est fait tout à fait pacifiquement à 7h30 le lendemain. Aucun élève n'est entré dans l'établissement, on est resté jusqu'à 9h devant, et après on a pu gagner ce temps de concertation. On s'est répartis en commission, on a fait une assemblée générale, on a rédigé un protocole sanitaire local qui met en place les demi-groupes. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place des demi-groupes ? Parce que ce que demande actuellement le ministère, c'est de garder une classe par salle, c'est-à-dire une salle par classe plutôt, c'est-à-dire que les élèves ne bougent pas, que ce soit les professeurs qui bougent. Mais les établissements scolaires qui ont mis ça en place sont confrontés à des graves problèmes. J'ai eu un collègue de Aulnay-sous-Bois qui était anciennement dans mon collège qui m'a dit mais c'est catastrophique, on n'en peut plus. Pourquoi ? Parce que déjà, on n'a pas de demi-effectif, donc les classes sont toujours aussi pleines. Et quand le professeur s'absente pour aller dans une autre salle, on est au collège, eh bien tout de suite, c'est rapidement le chaos. Les élèves sont laissés livrés à eux-mêmes. Donc c'est très pesant. Les mesures qui sont actuellement préconisées par le ministère pour les collèges, c'est pesant pour les élèves, pour les enfants, et aussi c'est inquiétant pour les parents. Mais quand c'est les élèves qui changent de classe, ils sont surveillés par qui dans les couloirs ? Eh bien, en fait, par des surveillants. Il peut y avoir des surveillants. Et les surveillants ne pouvaient pas venir dans la classe pour les surveiller le temps de la transition des profs. Le problème, c'est qu'il y a 28 salles de classe, il n'y a pas 28 surveillants, malheureusement, dans les établissements scolaires. Ce serait une bonne chose, mais on est plutôt autour de 8 équivalents temps plein, et sur 35 heures, ils sont pas forcément là tout le temps. Donc là, comment ça fonctionne ? Vous avez la moitié de la classe qui est là, l'autre moitié qui est en visio ou... Alors, nous, ce qu'on a mis en place, c'est très important, on l'a fait voter au conseil d'administration du collège. Et ça a été voté à l'unanimité, y compris au conseil d'administration et des représentants du département. Et le département a voté pour. Donc, on pense que le conseil d'administration est une instance souveraine et c'est sur la base de ce fondement que dès le lendemain, nous avons mis en application les demi-groupes. Comment ça fonctionne concrètement ? Les classes sont divisées en deux, un groupe A, un groupe B. Donc, le mercredi,
le groupe A vient au collège, le jeudi c'est le groupe B. Et ça, bien sûr, ça s'est fait avec l'accord des parents, on ne l'aurait jamais imposé s'ils n'étaient pas d'accord. Et donc les élèves viennent sur 15 jours, l'équivalent d'une semaine au collège, mais ils viennent un jour sur 2. Ce qui permet au professeur, par exemple le mercredi, tiens, je ne te vois pas demain, tu peux faire cet exercice pour le lendemain. Et ça permet aussi, au cas où il y a un confinement généralisé, y compris des collèges, de préparer les élèves et de commencer à mettre en place une partie de distanciel. Alors justement sur un reconfinement généralisé, Olivier Véran, lui, n'exclut pas une fermeture des lycées, contrairement à Jean-Michel Blanquer qui, au moment de la conférence de presse sur le reconfinement, déclarait « les élèves ne se contaminent pas dans un cadre scolaire ». Est-ce qu'on peut en être sûr ? C'est tout le problème. Au fur et à mesure, les enseignants ont eu le sentiment d'être sacrifiés. Ils ont vraiment eu. Au début, il y avait un abattement d'ailleurs. C'était pas la colère qui prédominait, c'était plutôt le désarroi de voir que c'était quasiment la seule profession non médicale à se retrouver confrontée à des groupes de 30, 35, alors un peu moins au collège, mais dans des salles plus petites. C'est le petit détail qu'il ne faut pas oublier. Confrontés à. Les photos que vous avez vues, elles existent depuis septembre en fait. Il y a eu un moment médiatique où c'est sorti, mais ça fait très longtemps que les enseignants alertent là-dessus. Donc je trouve qu'un confinement total va peut-être s'imposer, mais justement c'est l'inquiétude, je ne dirais pas de tous les collègues, mais de la grande majorité, parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est plutôt trouver des moyens pédagogiques adaptés et garder le lien physique avec ces élèves. Faire en demi-groupe, voir les élèves en demi-groupe pour pouvoir reprendre les éléments, répondre à leurs questions, etc., c'est très précieux. Donc je crois que c'est plutôt ça qui l'emporte. J'ajouterais que par rapport à l'expérience très intéressante de ton collège, il y a le fait qu'il y a eu 2 jours dès la rentrée de prix pour banaliser. C'était la demande du SNUIPP-FSU, un autre syndicat de la FSU, qui a été très raillé. Les profs veulent prendre des vacances, ils ne veulent pas rentrer. C'était pas ça. C'était de dire, prenons quelques jours, peut-être pas une semaine, prenons des jours de travail collectif pour préparer la rentrée parce qu'elle ne sera pas normale. Et ça, les enseignants et leurs syndicats l'ont dit dès août, et ils n'ont pas été écoutés. Et ce qui m'inquiète, c'est que maintenant, on est tellement tard dans la réaction sanitaire qu'il est possible, effectivement, qu'on soit obligé de fermer. D'où l'idée de grève sanitaire. Alors, je tiens juste à dire que tous les enseignants et les parents, nous ne voulons pas d'un confinement généralisé. Et nous pensons que cette mesure de demi-groupe que nous avons mise en place, et qui est bien une mesure d'urgence, elle permettrait de tenir pendant le pic pandémique. Mais ça ne change rien au fait qu'il y a un problème de long terme dans les établissements scolaires en France. C'est-à-dire qu'on a besoin de moyens. On a vraiment besoin de moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnels de vie scolaire, des surveillants, des agents territoriaux pour faire le ménage, pour s'occuper de la cantine. On a un système éducatif qui est dans un état de délabrement et dans certains établissements, il n'y a même pas de fenêtre qui ferme ou qui ouvre, si vous voulez. En l'occurrence, il faudrait plutôt qu'elle puisse ouvrir pour aérer. Dire que finalement, la seule mesure qui est exigée, c'est l'aération des salles de cours, mais il y a plein d'établissements où on ne peut pas aérer convenablement. Et donc, on pense qu'il y a vraiment besoin d'investissements massifs dans l'éducation. Il y a un plan de relance extrêmement important, comme vous le savez, qui a été voté par l'Union européenne. Et on pense qu'en France et dans les autres pays, s'ils le veulent, cet argent public doit être mis sur les hôpitaux, sur les écoles, sur les établissements scolaires. C'est essentiel, en fait. Ce qui est d'intérêt public. Vous avez peut-être trouvé que c'est un discours syndical, mais j'ai calculé que depuis 2007, 35 000 postes d'enseignants ont été supprimés dans le second degré, enseignement général et enseignement professionnel. 7% de réduction de ces effectifs et à l'inverse, 7% de hausse du nombre d'élèves. Et on est dans une vague dont on parle peu, qui est une vague démographique très importante. Donc effectivement, en fait, on a une crise sanitaire très grande qui est percutée par l'impréparation ou l'incapacité du ministre et aussi par des problèmes de fond supprimer encore 1800 postes au moment où justement... Moi, vous savez, c'est pas le tout ou rien. À long terme, je ne demande pas à avoir 18 élèves à l'année, c'est pas ma question. Mais par contre, quand on a 35 élèves, déjà en période de pandémie, c'est terrible, mais si on en a juste 30, on a quelques tables qu'on peut utiliser judicieusement, on respire un peu plus. Donc déjà, si on faisait ça. Bien sûr. Je ne compte pas les témoignages d'enseignants qui nous parviennent et qui parlent d'exercer leur droit de retrait. Est-ce que vous avez pensé, vous, à l'utiliser ? Alors moi je pense que le droit de retrait, on est dans la configuration légale pour ça, c'est quelque chose que j'ai étudié. C'est-à-dire, moi, oui, j'y ai un peu songé, mais en même temps, je pense que, d'une manière générale, je pense que le plus important, c'est justement cette grève sanitaire telle qu'elle a eu lieu aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment l'expression
une bonne partie de la profession. Mais le droit de retrait, effectivement, est tout à fait possible parce qu'il y a un danger grave et imminent. Après, on ne sait pas ce que donneraient les juges, ce que ça donnerait devant les juges, parce qu'il y a beaucoup de discussions. Voilà, quel est le danger? C'est toujours délicat. Et vous? Je pense que, en tout cas, il serait légitime de se mettre en droit de retrait, vu les conditions sanitaires dans la plupart des établissements. Avec des classes, quand les classes sont surchargées, quand vous avez 2 élèves par table, vous voyez qu'il y a un danger imminent, puisque c'est ça ce qui légitime la mise en place d'un droit de retrait. Ensuite, c'est à tous les collègues de voir dans leurs établissements ce qui est le plus judicieux, soit de faire grève, soit de participer à des actions locales, soit de faire un droit de retrait. En l'occurrence, c'est plutôt une question tactique de comment on fait pour faire émerger les revendications et tirer la sonnette d'alarme en quelque sorte, puisque c'est ça le droit de retrait. Avant de se quitter, cette rentrée, elle a aussi été marquée par un contexte sécuritaire particulièrement difficile pour les écoles, les collèges et lycées avec l'attentat contre le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Comment est-ce que vous avez vécu cela au sein de votre établissement, outre le différend avec le ministère sur l'hommage? Alors, je pense qu'on a tous été choqués déjà pendant les vacances par la nouvelle, en plus le jour même des vacances de la Toussaint. Nous, on a vraiment tenu à s'adresser à l'ensemble des élèves dans la cour de récréation. Donc on a pris un mégaphone puisqu'on avait fait une AG à 10h et on a une enseignante, une collègue qui a donné un mot de la part des enseignants. Et on est resté dans la cour de récréation jusqu'à 10h45 et ensuite on est remonté dans nos classes et c'est là qu'il y a eu la minute de silence qui a été faite. Et j'aimerais simplement signaler, si les gens ne le savent pas, mais ça a été quand même bien diffusé, mais que le ministère nous a demandé de lire une lettre de Jean Jaurès, mais qui a été tronquée. Et les passages qui ont été tronqués concernent le certificat d'études, la critique par Jaurès de ces réformes, de ces mises en place des examens chaque année, qui est aussi une des choses qui est portée par les réformes Blanquer. Et vous ? Nous, alors, il y a eu la minute de silence, le proviseur a coupé la poire en deux, c'est-à-dire qu'il y a eu 1 heure à Lamartine qui était conservée, discussion entre collègues, et moi j'ai fait comme chaque fois, parce qu'il faut bien le dire, il y a une habituation, après Charlie aussi, en tant que professeur d'histoire géo-EMC, forcément, à chaque fois on a cette discussion avec les élèves du moment, et je dois dire qu'il y a une certaine habituation, que pour les élèves, petit à petit, ils sont d'une génération qui a connu le Bataclan, qui a connu Charlie, et je crois qu'il y a quelque chose d'un peu triste de ce point de vue. Donc il s'habitue aux attentats. Oui. Alors après, on a aussi une discussion plus de fond sur justement la laïcité, les exigences, la tolérance, le respect. Donc ça, c'est des choses qu'on va reprendre, parce que moi, dans mon programme de première, c'est au programme un peu plus tard. Donc c'était les prémices pour mon cours. Merci à tous les deux. Laurent Fragerman, vous êtes prof en lycée, vous avez participé à l'ouvrage collectif L'éducation au temps du coronavirus. Pierre, merci, vous êtes prof au collège, dans un collège de Seine-Saint-Denis, et donc vous étiez en grève aujourd'hui. Merci à tous les deux. On part en Côte d'Ivoire. Et pour parler de la situation en Côte d'Ivoire, François Hume. Bonjour François, tu es notre journaliste là-bas, tu es à Abidjan. François, le score d'Alassane Ouattara est massif. Il a été réélu, 94% des voix pour 53,9% de participation, car ses 2 concurrents, Henri Konan-Bédier et Pascal Afine-Guesson, avaient appelé au boycott du vote et à la désobéissance civile. Il rejette la légalité de ce 3e mandat qui a cristallisé les tensions. Oui, cette volonté de briguer un 3e mandat du président sortant a mis le feu aux poudres. Mais en fait, les tensions étaient préexistantes depuis à peu près 2 ans, à partir du moment où le pouvoir a commencé à édicter les règles du jeu du processus électoral. Eh bien, le discours politique s'est considérablement tendu. En fait, l'opposition et le pouvoir ne se sont pas entendus sur plusieurs points. La révision du fichier électoral, la composition de la commission électorale indépendante, la CEI, qui était jugée déséquilibrée, on va dire, puis aussi partial, et le principal parti d'opposition, le PDCI, avait refusé d'y envoyer ses membres. Et ensuite, donc, vous l'avez dit, le revirement d'Alassane Ouattara a donné encore un peu plus d'épaisseur à ce blocage politique. Il faut quand même rappeler la raison pour laquelle Ouattara a fait ce revirement. Le candidat initial du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, est mort subitement début juillet. C'est pourquoi Alassane a décidé de se présenter.
Alors, il essaye d'expliquer son choix. Il dit que c'est un sacrifice, que c'est en raison d'un cas de force majeur, mais ces explications sont largement insuffisantes pour beaucoup d'Ivoiriens qui ont très vite compris, même au sein de son camp, qui ont très vite compris en fait que l'élection de 2020 n'allait pas bien se passer si Ouattara se représentait. Et d'ailleurs, à la suite de cette annonce, des graves tensions sont apparues dans le pays dès le mois d'août, avec une vingtaine de morts dans des affrontements politiques et communautaires. Alors, une autre étape de cette crise, c'est la publication le 14 septembre de la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Oui, le Conseil constitutionnel déjà a validé la candidature de Ouattara alors qu'elle était jugée inconstitutionnelle par l'opposition, d'ailleurs par les experts aussi. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit d'un tripatouillage pour permettre à Ouattara de se représenter. Alors la raison invoquée, c'est la révision constitutionnelle de 2016 qui ferait entrer la Côte d'Ivoire dans une troisième république et donc la limitation des mandats n'a plus cours. En fait, les compteurs seraient remis à zéro. Mais aussi, il y a aussi une autre décision du Conseil constitutionnel qui a créé la polémique, c'est qu'elle a retoqué 40 des 44 candidatures à la présidentielle. Exit Guillaume Soro, Laurent Gbagbo ou encore Mamadou Koulibaly, des hommes politiques qui ont un vrai poids politique et un soutien indéniable d'une partie de la population. Et à ce moment-là, on assiste à quelque chose d'inédit dans l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Toute l'opposition s'unit, fait front commun, une coalition qui est dirigée par le candidat Henri Konan Bédié et décide de s'engager dans une stratégie de confrontation frontale avec un leitmotiv, il n'y aura pas d'élection, c'est-à-dire que cette coalition appelle tout simplement ses militants à empêcher la tenue du scrutin en bloquant les bureaux de vote, en les détruisant, en empêchant l'acheminement du matériel électoral, bref, en sapant le processus électoral. Une stratégie qui sera aussi beaucoup critiquée par le pouvoir, bien sûr, mais pas seulement, parce qu'elle expose le pays à la violence, à des tueries. Or, la Côte d'Ivoire est toujours traumatisée par la crise de 2010-2011, dont toutes les plaies ne sont pas encore bien cicatrisées. Il y avait eu, on s'en rappelle, plus de 3000 morts à l'époque. Alors, comment finalement s'est déroulé le scrutin et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Eh bien, selon une ONG indépendante, Indigo, il y a eu à peu près 400 incidents. Environ 5000 bureaux de vote sur les 22 000 n'ont pas pu ouvrir, ce qui fait quand même 25%. Il y a eu des violences aussi le jour du scrutin, des affrontements entre partisans, affrontements bien souvent à la coloration ethnique. Il n'y a pas de bilan officiel, mais selon l'AFP, on dénombre au moins 17 victimes depuis le jour du scrutin. Il y a eu des villes bloquées, des commerces incendiés. Toutefois, c'est important de le souligner, il y a une vraie disparité territoriale et sociologique dans le pays. Ainsi, Abidjan, la capitale économique de 5 millions d'habitants, a été quasiment épargnée par les violences. Dans le nord, réputé favorable au pouvoir, on a pu voter sans aucun problème, dans la bonne humeur. Le jour du scrutin, on a donc vu un pays fracturé, divisé, qui a connu des violences éparses et sporadiques, avec de très nombreux citoyens, il faut le dire aussi, qui ont refusé d'aller voter, soit par conviction, soit par peur des troubles. Et alors, est-ce que Laurent Gbagbo pourrait jouer un rôle? Est-ce que c'est envisageable? Alors, c'est la question qu'on se pose. Je rappelle que Laurent Gbagbo, l'ancien président, est toujours à Bruxelles en attente de savoir s'il y aura un procès en appel à la CPI après son acquittement. Une décision qui, bizarrement, tarde à tomber. Ça fait presque 2 ans maintenant qu'il a été acquitté. En théorie, il pourrait rentrer en Côte d'Ivoire, mais les autorités ivoiriennes refusent toujours de lui remettre un passeport. Juste avant l'élection, il avait donné une interview, la première depuis 10 ans, où il a tenté de se positionner en grand sage, appelant au dialogue. Alors, va-t-il jouer un rôle pour inciter Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara à se remettre autour de la table pour discuter? On va le savoir prochainement. En tout cas, pour le moment, même si Ouattara s'est dit disposé à recevoir Henri Konan Bédié, la situation reste particulièrement tendue en Côte d'Ivoire. De nombreuses personnalités de l'opposition ont été arrêtées et mises en détention. Le numéro 2 du PDCI, Maurice Guikahué, mais aussi le président du FPI légal, Pascal Affinguessan. Et puis, hier encore, des violences ont fait 9 morts. Aujourd'hui, je viens de le voir, il y a de très graves affrontements dans une ville du centre-est, Mbato, avec vraisemblablement de nombreuses victimes. Alors même si la situation est vraiment différente de la crise post-électorale de 2010-2011, où il y avait 2 armées qui s'affrontaient, eh bien, la crainte d'une escalade des violences reste toujours présente en Côte d'Ivoire.
Merci François Hume, on te lira sur la suite des événements en Côte d'Ivoire dans Mediapart. À bientôt, tu es à Abidjan, tout de suite le 24h Mediapart. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, voici un rapide résumé. Sur le front du Covid, immersion de Joseph Confavreux à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il raconte comment trouver des infirmiers, des infirmières, comment cela est devenu la tâche prioritaire lors de cette seconde vague. Covid, toujours, notre nouveau partenaire Rue 89 a enquêté sur les difficultés rencontrées par les personnels soignants touchés par le coronavirus. Certains ont toujours des séquelles. Un décret a précisé mi-septembre les conditions pour reconnaître le Covid comme maladie professionnelle, mais celles-ci sont beaucoup trop restrictives. Enfin, Cécile Andrzejewski d'Investigative Europe a enquêté sur les milliards d'euros que l'Europe va dépenser pour de nouveaux projets gaziers. 104 milliards. L'enquête révèle la façon dont des gestionnaires de réseaux surestiment la demande européenne en gaz. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Pas d'émission demain, mercredi 11 novembre, mais on revient jeudi avec un numéro d'À l'air libre consacré aux commémorations des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Voilà déjà donc 5 ans, avec des rescapés qui ont trouvé dans l'écriture une manière d'avancer et de vivre avec ce terrible attentat. Bonne soirée, à après-demain, jeudi. Bonne soirée, salut.